J'ai découvert la maîtresse secrète de mon mari et j'ai veillé à ce que son propre mari la confronte. Vous savez ce moment où vous réalisez que le nouveau passe-temps de jardinage de votre mari ne concerne pas la culture d'Hortensia primée, mais plutôt l'entretien de, tout de l'autre femme. Ouais, c'est ma vie en ce moment. Apparemment, Thaddeus Wilson, mon mari depuis 18 années glorieuses et écrasantes, a décidé d'étendre ses horizons horticoles dans le jardin de Junipé Davis. Et par jardin, j'entends toute son existence. Junipé Davis, notez-le bien, n'est pas juste une femme quelconque qu'il a rencontrée dans l'allée de Home Depot tout en débattant des mérites de l'engrais biologique. Oh, non. Junipé Davis est ma meilleure amie. Ou du moins, elle l'était. Maintenant, elle n'est qu'un dommage collatéral dans mon apocalypse personnel. Une mauvaise herbe humaine que je m'apprête à arracher par les racines. Et croyez-moi, j'apporte l'herbicide industriel. Apparemment, trouver le jardin secret de votre mari n'était pas une métaphore de sa croissance émotionnelle, mais de sa liaison littérale avec ma meilleure amie. Laissez-moi vous peindre un tableau. C'était un mardi soir il y a quelques semaines, un crépuscule de banlieue typique à Maple Creek, Connecticut. Le genre de soirée où le seul drame auquel vous vous attendez est de savoir si la Shoah va enfin sévir contre les ornements de jardin errants du flamant rose des Johnson. Thaddeus, mon mari si prévisible, est entré en fredonnant un air que je ne reconnaissais pas, et sentant distinctement la lavande, pas son habituelle vieille épice ou quel que soit parfum masculin dans lequel il s'aspergeait habituellement. C'était une lavande douce, florale, presque écœurante. Et puis les paillettes. Oh, les paillettes. Un petit éclat iridescent accroché à la barbe naissante de sa mâchoire, scintillant comme si une fée errante venait de vomir sur lui. Mon monologue intérieur, habituellement un commentaire spirituel et sarcastique sur le banal, s'est soudainement transformé en mode CSI. Lavande et paillettes. Mon esprit a immédiatement flashé sur Junipé Davis. Junipé avec ses ongles parfaitement manucurés, ses sachets de lavande bio, et son amour inexplicable pour tout ce qui est scintillant, même pour une séance de jardinage un mardi après-midi. Mon estomac a fait une petite pirouette nauséabonde qui m'a dit que ce n'était pas juste une fée errante. C'était une piste de poussière de fée en bonne et due forme menant droit à ma perte imminente. Je m'appelle Rosemary Miller. J'ai 42 ans et je suis une graphiste indépendante qui semble se spécialiser dans la conception de la vengeance parfaite. Pendant 18 ans, j'ai été Madame Thaddeus Wilson, vivant le rêve américain dans notre maison de banlieue parfaitement beige, élevant nos deux adolescents parfaitement normaux, Avery, 16 ans, et Logan, 14 ans. Nous avions la clôture de piquet blanche complète, le garage de voitures, les vacances annuelles à Disney World, le tout, et maintenant je regardais une trahison scintillante parfumée à la lavande qui ressemblait à un mauvais rebondissement de scénario de comédie romantique. Mais voici ce qui me concerne. Je ne fais pas de larmes. Je fais de la stratégie. Je ne fais pas de victimisation. Je fais de la justice poétique servie avec une dose de sarcasme cinglant. Et je vous promets que cette histoire ne parle pas de moi pleurant dans une pinte de Ben et Jerry's. Il s'agit de moi orchestrant une symphonie de chaos, un dévoilement public si délicieusement humiliant qu'il ferait pleurer de joie un producteur de télé-réalité. La question n'était pas de savoir si je les exposerais, mais comment. Et oh, j'avais un plan si sournois, si parfaitement américain dans sa brutalité de banlieue. Il méritait sa propre émission spéciale Netflix. La première pensée après la vague initiale de nausée fut, est-ce une blague? Est-ce qu'on me fait une farce? Mais les paillettes n'allaient nulle part, et l'odeur de lavande s'accrochait à lui comme un costume bon marché. J'ai fait ce que ferait toute femme se respectant dans ma position. Je suis passé en mode détective à plein régime. Non, je n'ai pas engagé d'enquêteur privé. J'avais quelque chose de mieux. Une vie entière à connaître les habitudes prévisibles de Thaddeus et encore plus prévisibles de Junipé. De plus, j'avais accès à leur calendrier Google partagé, qui, que Dieu bénisse leur cœur tricheur, ils n'avaient pas pris la peine de rendre privé. Il s'avère que les appels clients tardifs de Thaddeus coïncidaient souvent avec les retraites de yoga de Junipé ou les réunions du club d'histoire de Cyrus, son mari. Les pièces du puzzle, autrefois dispersées et apparemment sans rapport, s'assemblaient maintenant avec la précision terrifiante d'un infographique parfaitement conçu. Et l'image qu'elle peignait, un chef-d'œuvre d'infidélité conjugale encadré par les pétunias primées de ma supposée meilleure amie. Ma prochaine étape, confirmer les détails. Parce que si j'allais faire exploser ma vie, j'allais le faire avec un impact maximal et zéro dommage collatéral à ma propre réputation. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance.
Il s'agissait de récupérer mon récit. Et croyez-moi, le récit était sur le point de devenir épicé. Les jours suivants furent un tourbillon de décontraction calculée. « Oh, Thaddeus, tu sens si frais » dis-je, en inspirant profondément, un subtil sourire jouant sur mes lèvres. Il grognait, inconscient, pensant probablement que j'appréciais enfin son engagement retrouvé envers l'hygiène personnelle. Pendant ce temps, je comparais ses rendez-vous tardifs aux courses soudaines de Junipé. Tout y était, étalé comme une carte au trésor de banlieue, sauf que le trésor était un tas géant et fumant de trahison. Ils se rencontraient à l'Okendivi Beastro, un endroit pittoresque, légèrement trop cher au centre-ville, connu pour ses plateaux de fromage artisanaux et ses banquettes discrètes. Comme ses clichés. J'ai failli rouler des yeux si fort qu'ils se seraient coincés. L'idée qu'ils se murmurent des mots doux sur un plateau de charcuterie. Alors que j'étais à la maison, m'assurant qu'Avery termine ses devoirs de calculer que Logan ne mette pas le feu à la cuisine avec ses expériences scientifiques, suffisait à me donner envie d'acheter un lance-flamme. Mais ce n'était pas mon style. Mon style était la précision chirurgicale. Mon style était de leur faire regretter chaque moment parfumé à la lavande et saupoudré de paillettes. Je me suis souvenu d'une conversation avec Junipé la semaine dernière. Elle se plaignait de Cyrus, son mari professeur d'histoire doux et naïf, d'être si ennuyeux et de toujours corriger des papiers. Elle a même mentionné à quel point elle avait juste besoin d'un peu d'excitation. Oh, chérie, tu es sur le point d'avoir tout un feu d'artifice. Je me suis aussi souvenu à quel point elle avait toujours été un peu compétitive, essayant toujours de me surpasser, que ce soit avec sa pelouse parfaitement manucurée ou son fil Instagram parfaitement organisé. Il ne s'agissait pas seulement de Thaddeus. Il s'agissait de Junipé, la femme qui avait partagé mes secrets les plus profonds, mes triomphes, mes échecs, et qui partageait maintenant le lit de mon mari. L'audace, la pure audace non filtrée. Mon sang ne bouillait pas. Il se glaçait, se cristallisant en un éclat de glace parfaitement aiguisé, prêt à percer leur petite bulle d'amour. J'ai passé des heures sur mon ordinateur portable, non pas à concevoir des logos, mais à concevoir leur chute. J'ai méticuleusement vérifié leurs horaires, croisant leur temps libre avec les engagements connus de Cyrus. Cyrus, que Dieu bénisse son âme naïve, était une créature d'habitude. Chaque vendredi soir, il avait sa soirée cinéma de civilisations anciennes avec ses collègues passionnés d'histoire au centre communautaire. C'était mon ticket d'or. C'était la fenêtre. C'était le moment où j'allais transformer leur rendez-vous secret en spectacle public. Parce que si vous allez être un désastre dans la banlieue, autant en faire un spectacle pour que tout le monde le voie. Je n'allais pas seulement raconter l'histoire. J'allais jeter toute la théière, brûlante, directement sur leur visage. Et j'allais savourer chaque goutte. La scène était prête. Les joueurs étaient inconsciemment en position. Et moi, Rosemary Miller, j'allais diriger la pièce la plus dramatique et sombrement comique de leur vie. Les jours précédant le jour J, ou comme je l'appelais affectueusement, le jour du jugement dernier pour les Davis et les Wilson, était une masterclass d'art de la performance passive-agressive. Thaddeus, rayonnant toujours de cette légère aura de lavande, demandait parfois « Tout va bien, chérie ?» Tu sembles pensive. Pensive. Oh, j'étais pensive. Très bien. Je réfléchissais à la démolition complète de sa double vie soigneusement construite. Je me contentais de sourire un peu trop gentiment et de dire « Je pense juste à quel point je t'apprécie, mon cher. Tu es un pilier de notre communauté. » Il gonflait la poitrine, ignorant complètement le sous-texte selon lequel il était sur le point de devenir un pilier de la honte. Junipé, en revanche, était une bête différente. Elle appelait, toujours aussi joviale, me demandant si je voulais aller prendre un Starbucks. Oh, Rosemary, j'adore nos petits rendez-vous café. Tu es si bonne pour écouter. Et j'écoutais. L'écoutant se plaindre de Cyrus, de son syndrome du nid vide. Avery et Logan étaient toujours fermement nichés. Merci beaucoup. Et du fait qu'elle se sentait invisible. Invisible. Chérie, tu es sur le point d'être vue par tout le monde dans un rayon de 5 mètres, y compris ton mari inconscient. Je hochais la tête, sirotais mon latte glacé, et offrais de vagues platitudes de soutien comme « Oh, Junipé, tu es une force de la nature. » Intérieurement, je l'imaginais comme une force de la nature sur le point d'être frappée par un ouragan de catégorie 5. Ça donnait du schadenfreude. Les micro-agressions, autrefois subtiles, me semblaient maintenant être des panneaux néons clignotants, tricheurs, chaque fois qu'il parlait.
Thaddeus se plaignait de mon manque de spontanéité. Junipé déplorait comment certains mariages perdaient de leur étincelle. Je me contentais de hocher la tête. Un sourire serein plaqué sur mon visage, sachant que leur étincelle était sur le point d'enflammer un feu de poubelle d'une ampleur épique. J'ai même commencé à laisser de petits indices dans la maison juste pour voir si Thaddeus remarquerait. Un seul sachet de lavande oublié sur sa table de chevet. Une petite pincée de paillettes presque invisible sur son fauteuil préféré. Il n'a pas remarqué. Pas une seule lueur de reconnaissance. Les hommes, que Dieu bénisse leurs cœurs inconscients. C'était presque comique, son aveuglement total face au désastre imminent. Mes enfants, Avery et Logan, étaient heureusement inconscients du mélodrame conjugal qui se déroulait autour d'eux. Avery était consumé par ses danses TikTok et ses candidatures universitaires, tandis que Logan était plongé dans sa dernière obsession de jeux vidéo. Leur innocence était un bouclier les protégeant du nuage toxique de trahison qui planait sur notre maison. Et cela, plus que tout, a alimenté ma détermination. Il ne s'agissait pas seulement de moi. Il s'agissait de protéger leur sentiment de stabilité, même si cela signifiait faire exploser les fondations pour les reconstruire plus solides. Le plan était simple, élégant et absolument dévastateur. J'ai choisi un vendredi soir, le 22 août. Lock and Ivy Bistro, 19h. Leur heure habituelle, leur table habituelle, selon mes recherches méticuleuses. J'ai ensuite appelé Cyrus Johnson, le mari de Junipé. Cyrus, chérie, c'est Rosemary. Écoute, Thaddeus et moi pensions essayer ce nouveau bistro, Lock and Ivy, ce vendredi, et nous nous sommes dit, ne serait-ce pas divin si nous en faisions un double rendez-vous? Tu sais, comme avant. Cyrus, que Dieu bénisse son âme d'enseignant d'histoire Ernest, était ravi. Oh, Rosemary, ça a l'air merveilleux. Junipé disait qu'elle avait besoin d'une soirée, et ma soirée cinéma de civilisations anciennes est cette semaine. Parfait timing. Il vibrait presque d'excitation. J'ai failli ressentir un pincement de culpabilité. Presque. Mais ensuite, je me suis souvenu de la lavande et des paillettes, et le pincement a disparu, remplacé par une résolution d'acier. Et Cyrus, ai-je ajouté, baissant la voix de manière conspiratrice. Junipé peut être un peu sensible, n'est-ce pas? Et tout cela est un peu un bordel. Alors, que dirais-tu si nous en faisions une surprise pour elle? Juste un dîner décontracté. Pas d'anxiété pré-partie, tu sais, comme, oh, regarde qui est là. Cela pourrait rendre les choses plus faciles pour elle à digérer. Moins confrontationnel, plus organique. J'ai pratiquement goûté l'ironie. Alors, ne lui dis rien. D'accord? Et peut-être pourrais-tu me retrouver juste devant le bistro à, disons, 18h55? C'est généralement un peu tard. Tu sais comme il est avec ses appels importants, donc nous pouvons obtenir une bonne table ensemble. C'était crucial. J'avais besoin que Cyrus entre avec moi, pas qu'il erre seul, et qu'il manque potentiellement la grande révélation. Le jour du grand spectacle, j'ai ressenti un étrange mélange de nervosité et d'exaltation. C'était comme se préparer pour une présentation majeure, mais au lieu d'un PowerPoint, je livrais un drame en direct et non scénarisé. Je me suis habillé soigneusement, une robe noire élégante qui criait « Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient », pas « Je suis une épousette brisée par le chagrin ». Mes cheveux étaient parfaitement coiffés, mon maquillage impeccable. Je ressemblais à une femme qui avait sa vie en main, même si elle était sur le point d'exploser en 1000 morceaux. Thaddeus, aussi inconscient que jamais, a complimenté ma robe. « Tu vas quelque part de chic, chérie ?» a-t-il demandé en attrapant ses clés, se préparant clairement pour son propre rendez-vous chic. « Oh, juste dehors », ai-je répondu, un éclat malicieux dans les yeux. « Tu ne sais jamais qui tu pourrais rencontrer », il a juste ri, pensant probablement que j'allais à une soirée entre filles au country club. J'ai conduit jusqu'à Lock and Ivy Bistro, mon cœur faisant un petit tango dans ma poitrine. Le valet a pris ma voiture et je suis resté dehors en attendant. L'air du soir était vif. Les guirlandes lumineuses enfilées autour de l'entrée du bistro scintillaient, créant une ambiance trompeusement romantique. À 18h53 précisément, la berline sensible de Cyrus Johnson est arrivée. Il avait l'air sincèrement heureux, une vision rare pour un homme qui passait ses journées à disséquer les empires anciens. Il portait un blazer légèrement froissé, probablement son meilleur tenue de rendez-vous. « Rosemary, tu es magnifique », s'est-il exclamé. Toujours le gentleman, prêt pour un peu de plaisir? « Oh, Cyrus », ai-je dit,
lui prenant le bras. Tu n'as aucune idée du plaisir que nous allons avoir. Ce sera une soirée pour les livres d'histoire. Il a ri, complètement inconscient de la signification historique qu'il était sur le point de témoigner. Nous nous sommes dirigés vers l'entrée, un duo parfaitement innocent et inconscient. Mon cœur battait, mais mon visage était un masque d'anticipation sereine. C'était le moment de vérité, le moment où le rideau allait se lever sur leur petite mascarade, et j'avais la télécommande. L'idée du visage de Junipé, de l'expression stupéfaite de Thaddeus, était presque trop délicieuse à supporter. Ce n'était pas juste un dîner. C'était une intervention publique, humiliante, absolument inoubliable. Et j'avais hâte de voir l'expression sur leur visage quand ils réaliseraient que leur jardin secret allait être rasé. Alors que Cyrus et moi entrions dans l'Auchendivi Beastro, le doux murmure des conversations et le tintement des verres emplissaient l'air. Mes yeux, cependant, étaient focalisés au laser. J'ai parcouru la pièce, passant devant les couples nichés dans des banquettes confortables, passant devant le bar où quelques célibataires tentaient de paraître sophistiqués, et puis je les ai vus. Table 5, nichée dans un coin faiblement éclairé, comme je l'avais prédit. Thaddeus avait l'air beaucoup trop à l'aise, se penchant par-dessus la table, sa main posée sur celle de Junipé et Junipé, riant, la tête jetée en arrière, son écharpe signature en lavande drapée artistiquement autour de son cou. Il ressemblait à quelque chose sorti d'un mauvais film Hallmark. Tout éclairage doux et chuchotements illicites. Mon monologue intérieur s'est mis en marche. Oh, vous deux êtes juste précieux, comme deux tourtereaux, complètement inconscients qu'un faucon est sur le point de fondre et de voler vos vers. Cyrus, toujours inconscient, a doucement tiré sur mon bras. Devrions-nous trouver une hôtesse, Rosemary, a-t-il demandé, sa voix joyeuse. Non, Cyrus, ai-je dit, un sourire qui n'atteignait pas tout à fait mes yeux jouant sur mes lèvres. Je pense que je vois notre table juste là-bas. Je l'ai subtilement dirigée vers la table 5. À chaque pas, mon rythme cardiaque s'accélérait, un solo de tambour montant jusqu'à un crescendo. Je pouvais presque entendre la musique dramatique s'intensifier. C'était mieux que n'importe quelle émission de télé-réalité. C'était ma télé-réalité, et j'en étais la productrice exécutive. En nous approchant, Junipé a levé les yeux la première. Ses yeux, habituellement si brillants et pleins de joie de banlieue, se sont écarquillés dans un cri de dessin animé. Son sourire a vacillé, puis a complètement disparu, remplacé par un regard d'horreur abjecte. Thaddeus, plus lent à comprendre, a suivi son regard. Son visage, habituellement si composé et confiant, est passé d'une teinte rose agréable à un blanc fantomatique. Sa mâchoire est tombée, et il ressemblait à un poisson hors de l'eau, haletant. C'était un chef-d'œuvre de panique humaine, et j'ai savouré chaque milliseconde. Thaddeus Junipé, a dit Cyrus, sa voix teintée de confusion, un léger froncement de sourcils marquant son front. Quelle coïncidence. Nous étions justement sur le point de nous asseoir. Il a souri, complètement inconscient des regards de mort que Thaddeus et Junipé s'échangeaient. La communication silencieuse frénétique de deux cerfs pris dans les phares. J'ai doucement serré le bras de Cyrus. Oh, ce n'est pas une coïncidence, mon cher, ai-je murmuré, ma voix dégoulinant de douceur saccharinée. J'ai invité Cyrus ici pour une petite surprise double date. N'est-ce pas, Thaddeus? J'ai tourné mon regard vers mon mari, mes yeux fixés sur les siens, un défi silencieux dans leur profondeur. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Un fantôme très bien habillé, très en colère. Junipé, toujours l'actrice, a essayé de se reprendre. Rosemary Cyrus, quelle surprise. Nous étions juste en train de rattraper le temps perdu. Thaddeus était juste en train de me parler de son nouveau client. Sa voix était un murmure tremblant, ses yeux passant de moi à Thaddeus, une supplique frénétique pour qu'il joue le jeu. Mais Thaddeus était figé, un cerf dans les phares, son cerveau apparemment en court-circuit. Cyrus, cependant, commençait à assembler les pièces. La façon dont la main de Thaddeus était toujours sur celle de Junipé. La façon dont Junipé hyperventilait pratiquement. La façon dont je les regardais avec l'intensité d'un prédateur. Son sourire innocent s'est lentement estompé, remplacé par un regard de compréhension naissante, puis d'incrédulité, puis d'une lente colère grondante. Rattraper le temps perdu, a-t-il répété, sa voix dangereusement basse. Il a regardé Junipé, sa femme depuis 15 ans, la mère de ses enfants, la femme en qui il avait une confiance absolue. Puis il a regardé Thaddeus, son voisin, son ami,
l'homme avec qui il partageait des soirées de Super Bowl. Et puis le barrage s'est rompu. Son visage, habituellement si doux, s'est tordu en un masque de pure fureur. Junipé, est-ce vrai? Tu couches avec Thaddeus? Junipé a éclaté en sanglots, une manifestation pathétique et théâtrale. Cyrus, non. Ce n'est pas ce que ça semble. Rosemary exagère. Exagère? Ai-je ricané, un sourcil parfaitement manucuré se haussant. Oh, chérie. Je ne fais que commencer. Dois-je consulter les invitations du calendrier Google pour tes retraites de yoga qui coïncidaient avec les rendez-vous tardifs de Thaddeus? Ou peut-être les relevés de cartes de crédit pour les dîners d'affaires dans ce même bistrot? Ou peut-être pouvons-nous parler du parfum de lavande et des paillettes qu'il ramène à la maison? Parce que laissez-moi vous dire, mon cher mari ne sent pas normalement une usine de bougies Yankee qui aurait explosé sur lui. Cyrus, maintenant pleinement enragé, s'est levé, renversant sa chaise dans un grand claquement. Tu m'as trompé avec lui. Il a pointé un doigt tremblant vers Thaddeus, qui rétrécissait maintenant sur son siège, ayant l'air absolument pathétique. Tu es un serpent, a hurlé Thaddeus, son visage d'un rouge de colère, sa voix résonnant dans le silence stupéfait qui était tombé sur le restaurant. Tu es entré dans ma maison, tu as mangé mes casseroles de potluck, et puis tu as souillé mon mariage. Il s'est jeté par-dessus la table, saisissant Thaddeus par les revers de son cher costume. Thaddeus, toujours sous le choc, ne pouvait que balbutier. Vois, Cyrus, attends. Parlons-en. Parlons de quoi, Thaddeus, a rugi Cyrus, son visage rouge de colère. De la façon dont tu cultivais un jardin secret dans la... Eh bien, tu sais, la femme de mon pays, pendant que je corrigeais des papiers et que je pensais que tu étais mon ami. Il a ponctué sa phrase en repoussant Thaddeus sur son siège, en voyant une corbeille à pain volée. Junipé, quant à elle, s'était dissoute dans une crise de larmes et de nez qui coule. Cyrus, s'il te plaît, ne fais pas de scène, a-t-elle supplié, essayant de lui saisir le bras. Une scène? Cyrus a tourné sa fureur vers elle. Tu penses que c'est une scène, Junipé? Et la scène que tu as faite derrière mon dos avec lui? Il a fait un geste sauvage vers Thaddeus, qui essayait maintenant de se rendre invisible sous la table. Moi, Rosemary Miller, je me tenais là, une image de composure sereine au milieu du chaos, comme un chef d'orchestre admirant son orchestre. J'ai même pris une gorgée d'eau d'un verre voisin juste pour souligner mon détachement. Oh, ne t'inquiète pas, Junipé, ai-je dit, ma voix calme, tranchant à travers ses histrioniques. La scène ne fait que commencer. Je crois qu'il y a un serveur qui se dirige vers nous. Peut-être qu'il peut nous apporter du pop-corn. Un serveur, en effet, se précipitait vers nous, l'air complètement déconcerté. D'autres convives regardaient ouvertement, certains avec leur téléphone sorti, probablement en train de diffuser en direct le drame de banlieue. C'était mieux que n'importe quel épisode de Real Housewives of Maple Creek. Cyrus, dans un accès de rage pure et non dilué, a ramassé son verre d'eau et, d'un mouvement vif et décisif, l'a renversé directement sur le visage de Junipé. Tu me dégoûtes, a-t-il craché, des gouttelettes d'eau s'accrochant à ses joues mascara maculées. Junipé a haleté, en émettant des sons de sputtering. Mes cheveux. Cyrus, tu viens de ruiner mon brushing. J'ai failli applaudir. Ses priorités, même face à une destruction conjugale totale, étaient parfaitement alignées sur son existence superficielle. Oh, chérie, ai-je ajouté. Je pense que ton mariage est un peu plus ruiné que ton brushing. Juste une pensée. Thaddeus, retrouvant enfin une semblance d'instinct de conservation, s'est précipité hors de son siège. Rosemary, nous devons rentrer à la maison maintenant. Il a essayé de saisir mon bras, mais je l'ai élégamment évité. Oh non, mon cher, ai-je dit, ma voix douce mais ferme. Ma maison n'est plus ton refuge, et ce petit spectacle, il est loin d'être terminé. Cyrus, je crois que tu as des questions pour ta femme, et Thaddeus, je crois que tu as des explications à donner à tout le monde. J'ai fait un geste vague vers le bistrot maintenant bondé, où les gens chuchotaient et pointaient ouvertement du doigt. Cyrus, alimenté par une indignation légitime, a saisi le bras de Junipé. Nous rentrons, et tu vas tout expliquer. Il l'a traîné, toujours en sanglotant de manière dramatique, vers la sortie. Junipé a jeté un regard désespéré et suppliant à Thaddeus, qui n'a pu offrir qu'un haussement d'épaules pathétique. C'était glorieux. Il s'est tourné vers moi,
ses yeux écarquillés d'un mélange de peur et d'incrédulité. Rosemary, comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu faire ça? Ai-je répété, un lent et froid sourire s'étendant sur mon visage. Oh, Thaddeus, tu es vraiment un cas particulier. Tu penses que je suis la méchante ici? Tu penses que je suis celle qui a rompu nos vœux? Tu penses que je suis celle qui a apporté la lavande et les paillettes de chez une autre femme? Je me suis penché, ma voix baissant en un murmure confidentiel, mais assez fort pour que les tables les plus proches entendent. Je ne suis que la messagère, chérie. Karma a décidé de devenir mon partenaire commercial ce soir, et elle est une vraie adepte de la justice poétique. J'ai ensuite sorti mon téléphone, en le faisant défiler négligemment. Oh, au fait, Thaddeus, ai-je dit, assez fort pour être entendu. J'ai déjà parlé à notre avocate de famille, Brenda, de Miller et Associés. Elle est assez enthousiaste à propos des preuves que j'ai recueillies. Apparemment, une confession publique d'adultère témoignée par tout un restaurant est considérée comme assez convaincante dans les procédures de divorce du Connecticut, surtout lorsqu'elle implique un règlement financier important. Son visage est passé du blanc au vert. La mention d'avocat et d'argent l'a frappé plus fort que n'importe quel coup physique. Il a bégayé. Un divorce, Rosemary, tu ne peux pas être sérieuse. Oh, je suis très sérieuse, Thaddeus, ai-je répondu, remettant mon téléphone dans mon sac. Il s'avère que, jusqu'à ce que la mort nous sépare, ne couvre pas le fait de trouver votre remplaçante, surtout pas une qui sent comme un magasin d'artisanat et qui vit 2 rues plus loin. Profitez de votre plateau de fromage artisanal, mon cher. Vous paierez ça avec la pension alimentaire. Je me suis retourné, le laissant là, une figure solitaire de désespoir pathétique, entourée par les débris de sa liaison exposée. Alors que je me dirigeais vers la sortie, quelques convives m'ont adressé des hochements de tête sympathiques, certains même un pouce levé discret. J'ai ressenti une montée de triomphe, une vague de vindication si puissante qu'elle m'a presque donné le vertige. Ce n'était pas juste une vengeance. C'était une récupération de ma dignité, de ma valeur personnelle et de mon avenir. Et cela semblait absolument, délicieusement, parfaitement américain. Lokendivi Beastro ne serait jamais le même, et Thaddeus Wilson non plus. Les retombées de Beastro Gate, comme on l'a rapidement surnommé dans le Maple Creek Gossip Mill, ont été tout ce que j'avais espéré, et plus encore. Thaddeus, l'ancien cadre commercial confiant, a vu sa réputation en lambeaux. Son entreprise, une société technologique qui se glorifiait des valeurs familiales, a discrètement restructuré son poste. Il s'avère qu'être publiquement dénoncé comme un coureur de jupons n'est pas excellent pour conclure de grandes affaires. Il a déménagé dans un petit appartement triste au centre-ville, loin de notre spacieuse maison de banlieue, et passé ses journées à essayer de sauver sa carrière et sa dignité, aucune des deux ne semblant très récupérable. Il ressemblait à un ballon dégonflé, tout l'air chaud disparu. Junipé Davis, la reine de la pelouse parfaitement entretenue, a vu sa vie sociale complètement déracinée. Cyrus, étonnamment, a demandé le divorce le lendemain même, invoquant des différences irréconciliables menant à une humiliation publique. Il a emménagé chez sa sœur pendant un certain temps, et d'après ce que j'ai entendu, il s'en sortait bien, enseignant pendant l'été, et rejoignant même un club de randonnée. Tant mieux pour lui. Junipé, en revanche, a été ostracisé de tous les clubs de lecture, réunions de parents d'élèves, et potluck de quartier. Sa réputation lavandée et saupoudrée de paillettes la précédait. La façade parfaite qu'elle avait si méticuleusement construite s'est effondrée plus vite qu'un biscuit rassis. Elle a essayé de s'excuser auprès de moi, bien sûr. Un appel téléphonique de longue durée et en larmes où elle blâmait la crise de la quarantaine et le sentiment de solitude. Je l'ai juste écouté poliment, puis j'ai dit, « Oh, chérie, je ne suis pas thérapeute. Je suis juste la femme qui a exposé tes sales secrets en public. Bonne chance avec ça. » Et puis j'ai raccroché. Point final. Quant à moi, Rosemary Miller, la vie est devenue plus légère. Le poids lourd d'un mariage mourant, le gaslighting subtil, le sentiment d'être invisible dans ma propre maison, tout cela s'est envolé. Notre maison, autrefois un témoignage silencieux d'une façade en ruine, ressemblait maintenant à un sanctuaire. Avery et Logan, après le choc initial et quelques conversations inconfortables, se sont étonnamment bien adaptés. Ils ont vu leur mère non pas comme une victime, mais comme une femme forte et intelligente qui a repris le contrôle de son récit. Ils m'ont vu naviguer dans les procédures de divorce avec la même précision stratégique que j'utilisais pour planifier l'embuscade du Beastro. Brenda, mon avocate,
était un requin total, et l'équipe juridique de Thaddeus a rapidement réalisé qu'elle était surpassée. Le règlement financier était, disons-le, suffisamment généreux pour que je puisse investir dans mon entreprise de design graphique freelance, faire quelques voyages bien mérités et peut-être même enfin obtenir ce nouvel îlot de cuisine que je voulais. J'ai beaucoup appris de toute cette débâcle du jardin secret. J'ai appris que parfois les trahisons les plus dévastatrices peuvent conduire aux réveils les plus libérateurs. J'ai appris que mon sarcasme n'était pas seulement un mécanisme d'adaptation, c'était un super pouvoir. Et j'ai appris que si l'amour peut être aveugle, la vengeance a une vision parfaite, surtout lorsqu'elle est associée à un bon calendrier Google et à une bombe à paillettes bien placée. J'ai aussi appris que la banlieue américaine, avec ses pelouses immaculées et ses maisons peintes à la perfection, cache souvent les drames les plus délicieusement désordonnés. Et parfois, il faut juste être celui qui tire le rideau. Ma vie n'est pas une comédie romantique, et ce n'est certainement pas une tragédie. C'est une chronique sombrement comique de l'absurdité, et je suis la star, la réalisatrice et la narratrice. Je suis toujours Rosemary Miller, graphiste indépendante, mère de 2 adolescents incroyables, et maintenant une experte certifiée en humiliation publique comme forme de thérapie. Je vis toujours à Maple Creek, Connecticut, mais maintenant je passe devant l'Oak&Ivy Bistro avec un sourire entendu. Je croise parfois Cyrus, qui me lance toujours un signe de tête reconnaissant. Et je vois parfois Thaddeus, l'air perpétuellement hanté, sentant probablement encore de faibles traces de lavande. Le mieux, c'est que je suis enfin vu. Pas en tant que fan de Thaddeus Wilson ni meilleur ami de Junipé Davis, mais en tant que Rosemary Miller, une femme qui a affronté la trahison de front, armée d'esprit, d'un sens de l'humour diabolique et d'un plan si brillant qu'il méritait une ovation. Et croyez-moi, je ne fais que commencer, car parfois quand la vie vous donne des citrons, vous ne faites pas de limonade. Vous faites un cocktail Molotov et vous le jetez sur les personnes qui vous ont donné les citrons.